madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 18 avril 2020, le numéro 16. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Mes invités, Jean Deflore, spécialiste en contre-blanchiment d'argent, et Marc Lapelle, homme d'affaires à la retraite. Est-ce déjà la fin? Au bout du tunnel, y a-t-il la lumière ou un orage? C'est ce dont on va discuter ensemble. Première présence de Pascal de Rio avec nous à Ésotérisme expérimental ce soir. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant ou la version MP3 fournie par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Nous reviendrons sur le 4e congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité, cette année sur le titre « Spiritualisation de notre humanité » à ESO 2020. Nous aurons l'occasion de rencontrer l'un des conférenciers car la semaine sainte, la semaine dernière, nous recevions à tour de rôle un conférencier différent chaque jour de la semaine pour plus d'1 heure, 1h30 d'entretien-conférence. Et cette semaine, nous entendrons un passage de M. Martin Yanta Polchinski, professeur d'université à la retraite. Il va nous présenter L'art de la guerre, écrit par un Chinois très célèbre. Bonne écoute. Bienvenue à ce Vidéorandia numéro 16. On est dans une drôle de période, un peu grise. On ne sait plus qui dit vrai et dans quelle direction doit-on aller. Si on était sur un bateau, on espère que le capitaine pourrait nous guider de la bonne façon. Mais là, on est sur plusieurs capitaines. La planète Terre, qui est le vaisseau spatial dans lequel on est, il y a beaucoup de capitaines. Et il y a beaucoup de discussions sur la tournure des événements face à l'ennemi commun qu'on a eu, le fameux coronavirus, le COVID-19. Alors oui, on va regarder le voisin, qu'est-ce qu'il va faire, puis nous autres au Canada, puis nous autres au Québec, puis finalement nous autres dans notre petit coin, dans notre patelin, puis avec notre famille. Est-ce que c'est le moment d'arrêter le confinement ou de commencer graduellement à sortir? Un de la famille peut sortir pour aller travailler dans des services essentiels. L'autre s'en va travailler parce qu'on donne la permission aux mécaniciens de changer les pneus d'hiver en pneus d'été. L'autre qui a hâte d'aller à l'école parce qu'il a hâte d'être rendu avec ses amis. Et tout ça fait que il y a une disparité dans la tournure des événements. Lui, le coronavirus, il doit se mordre de rire. Parce qu'en fait, compte, hein, il se fout bien de nos conditions sociales, économiques, militaires et politiques. Et peut-être il se méfie beaucoup plus, lui, du côté pharmaceutique. On dit qu'on est en train de préparer un vaccin. On sait que, de toute façon, avec du savon à vaisselle, ça fait disparaître les virus. En tout cas celui-là, le coronavirus. Pour aborder tous ces aspects-là en même temps dans cette émission que j'ai intitulée « Au bout du tunnel ». Ben oui, au bout du tunnel, tu sais, quand on rentre dans une affaire comme ça, là, on se demande comment est-ce qu'on va en sortir. Et quand on va en sortir, est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel? Est-ce que ça va être l'orage au bout du tunnel? Alors, on va en profiter pendant que notre ami Jean Deflore est toujours au Québec. Bonsoir, Jean. Salut, Richard. Bonjour à tout le monde. Bien, écoute, tu pouvais pas mieux tomber comme titre d'émission parce qu'apparemment, c'est un code de QAnon que Trump a confirmé au cours des dernières heures, la lumière au bout du tunnel. Alors, ouais! Bon. Je vais commencer à croire que tu es un anonyme envoyer des messages comme ceux-là. Oui, mais tu sais que le mot Q, là, la lettre Q, c'est la lettre du Québec. Hein? Ah ah! Pas ceux Effectivement. Oui, mais pas ceux qui sont vraiment concernés par ça, eux autres. Là. Le Q, c'est le Q quand on dit on va donner un Q, ça veut dire le signal. Hein?
Puis Anon, ben, c'est anonyme, hein, le signal des anonymes. Mais qui sont-ils à l'origine de tout ça? J'ai regardé le débat, justement, on en parlait lors de notre dernière grande rencontre, émission que j'avais faite dehors avec toi, tu te souviens? Et à la fin, on avait parlé de Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel a fait une émission dans laquelle il a participé avec André Pitre, puis c'était pour expliquer c'est quoi QAnon. Et c'était la première fois que j'apprenais dans les détails quelles ont été leurs interventions depuis à peu près 6-7 ans. Et je sais que toi, c'était ta grande inspiration au départ. Mais avec le temps, est-ce que tu es toujours aussi passionné par QAnon? Est-ce que tu peux te fier à QAnon ou les choses, le vent a tourné un peu? Ben, comme j'en ai déjà parlé sur l'émission, l'information au tout début de QAnon était assez juste et assez fidèle. On pouvait la corroborer. Oui. Plus le temps a passé, de moins été fiable. En ce moment, on peut se demander si elle l'est encore. En tout cas, l'interprétation que plusieurs en font, ça c'est certain qu'elle est inexacte. Par exemple, lors de notre dernier entretien, il y a environ 3 semaines de ça, on avait dit qu'il y aurait peut-être une interruption de l'Internet. C'est ce que les gens lisaient à travers les messages de QAnon. Et il n'y en a pas eu. Et moi, je te l'avais comme prédit, là, si je peux le dire, qu'il n'y en aurait pas. Alors, ben, écoute, c'est à voir. C'est comme toute chose, hein. C'est le temps qui nous révèle qui sont les sources fiables. Exact. De QAnon. Ben, depuis quelques temps, depuis quelques mois même, c'est moins fiable. On va voir si on arrive véritablement dans ce qu'on appelle la tempête. La tempête, ça, c'est les grandes actions, les grands coups d'éclat que doit prendre Donald Trump pour faire le ménage aux États-Unis, principalement à Washington, mais aussi dans d'autres secteurs. Alors, plusieurs sont d'opinion que les événements actuels, la supposée pandémie, ce que d'autres appellent la plandémie, parce que c'est un planifié, hein? C'est une pandémie planifiée, Oui. alors que c'est une opération qui fait partie de cette grande guerre entre les élites. Alors, pour répondre à ta question, QAnon, c'est une des factions. Ça n'a jamais été très clair qui est cette faction-là. C'est une aux côtés de Donald Trump, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, c'est à voir et c'est le temps qui nous dit. Jusqu'à maintenant, c'est pas, disons que ça n'a pas été fiable depuis quelques mois. Mm-hmm. Pas fiable. Au moment où on est dans la tempête internationale, c'est étrange parce que Coronavirus, c'est le nom d'un des personnages des bandes dessinées d'Astérix. Et c'est un coureur. Et il a un casque pour lui cacher le visage, mais je pense que le masque la couleur a été choisie intentionnellement. C'est un masque de quelle couleur? Jaune. OK. Et le coronavirus serait apparu en Chine, au pays des jaunes. L'étoile jaune du drapeau rouge et jaune de la Chine. La plus grosse représente la Chine et les 4 petites étoiles jaunes représentent les autres continents sur les 5 continents de la planète, ayant une petite étoile jaune aussi lorsqu'ils domineront sur toutes les nations. Et toi, en arrière de toi, Jean, je me permets de lire qu'en exclusif, le docteur Montagnier, celui qui a défendu la mémoire de l'eau finalement en Europe. Bon, le SRAS-CoV-2, c'est le nom qu'on donnait au coronavirus à l'origine, parce qu'on dit que c'était un pendant du SRAS, serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN du VIH. Eh oui. Et tu te souviens, Richard, on a parlé de ça la dernière fois, que tu m'avais bien repris, tu avais dit dans l'ARN, il y avait identifié du VIH. Oui. La séquence de VIH, parce que l'ADN, c'est quand c'est déjà codé. Et l'ARN, c'est celui qui va coder l'ADN. Et ça, là, Jean, je vais te donner, si tu me permets, on va prendre quelques instants pour écouter un invité que
que je propose au Club créé. Parce qu'il est arrivé, lui, du Brésil. Comme un cheveu sur la soupe. Il se propose à l'émission de Richard Glenn et je lui ai donné la parole pendant plus d'une heure, 2 heures en fait. Donc on retrouve la première heure dans le Club créé du mois d'avril. La deuxième partie va être dans le mois de mai. Et voici ce qu'il a à nous dire sur l'origine du fameux coronavirus. On l'écoute ensemble. Nous, on n'a pas vraiment la même vision ici au Brésil que vous avez, vous qui êtes sous l'influence des manteaux rouges, des anglo-saxons. Oui. On a une façon très différente de voir les choses. Nous, ici dans la presse au Brésil, et moi j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai une chaîne YouTube, j'ai fait plus de 300 vidéos maintenant depuis début décembre de l'année dernière. J'ai de la famille qui habite à Hong Kong et j'ai mes meilleurs amis qui étaient ambassadeurs de Chine à Luxembourg et conseillers culturels de l'ambassade de Chine à Luxembourg qui sont restés mes amis et j'ai des amis au Parti communiste chinois. Donc moi je savais déjà depuis le mois d'octobre que les athlètes américains qui étaient venus aux Jeux interarmés de Wuhan, ils étaient contaminés par une grippe extrêmement violente, ils étaient classés 24e alors que les Chinois étaient premiers, généralement les Américains et les Chinois ils sont premiers ou deuxièmes. Ils étaient 24e, ils étaient tout à fait nuls et ça a inquiété les services de renseignement chinois qui les a pistés. On ne comprenait pas qu'est-ce qu'il se passait. Ils étaient logés près du marché aux poissons de Wuhan et c'est tombé au même moment où ils ont mis en route la 5G avec tous les problèmes qui sont liés avec la 5G. Donc on pense que, et c'est ce que dit officiellement le gouvernement chinois et c'est ce qui se dit ici au Brésil majoritairement, c'est que c'est les Américains, Donald Trump, qui a lancé une attaque bactériologique et virale contre la République populaire de Chine. Dans le cadre de l'installation du nouvel ordre mondial. Donc Trump, c'est un agent des Illuminati, son père était au Skull and Bones, c'est un agent qui est au service du nouvel ordre mondial, c'est absolument pas un patriote. Alors, je fais beaucoup de blagues sur ça et je vais vous faire ma préférée. Allô? Allô? Oui, un instant, je suis au téléphone avec Alex CIA de Radio-Québec. Vous connaissez Radio-Québec? Ouais. Il a un problème avec Trump. Ouais, Trump, il est vraiment maussade dans son état profond. Mais vraiment, je lui dis de pas s'inquiéter parce que comme il a un cul d'anon, il suffit de prendre des pruneaux. Plusieurs pensent que c'est en Italie que ça a commencé véritablement. Oui, hein, bon, c'est ça. Si c'est une arme bactériologique, c'est une arme de guerre. Et pendant que j'ai des choses à montrer, si tu me permets maintenant qu'on vient d'entendre notre ami du Brésil, tu connaissais déjà cette histoire-là là, des oui. Olympiques militaires, oui. Quelle est ta première réaction à ça? Est-ce que c'est plausible? C'est une des hypothèses, c'est que les militaires qui seraient allés à ces Olympiques-là seraient allés pour travailler avec les gens du laboratoire, parce que ce qu'on sait, c'est que le laboratoire a reçu plus de 3,2 millions de subventions des Américains et aussi de la France. C'est ce que je vous mets à l'écran. Ouais. Alors, donc, c'est un laboratoire qui était subventionné par un groupe de l'élite. Alors, on se rappelle, hein, un groupe d'élite. Et ce qui est l'argument aux États-Unis, c'est que Donald Trump veut reprendre le contrôle du gouvernement, alors que ce qu'on entend souvent parler du deep state, l'État profond, qui opère sans contrôle des politiciens que l'on élit. Et on les élit pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, dépendamment des pays, 8 ans, certains pays. Alors, mais au-delà de ça, on les appelle les occupants temporaires du pouvoir, de la Maison-Blanche ou peu importe. Alors, cet État profond-là, qui sont les fonctionnaires, la fonction publique permanente, c'est ce qu'on appelait, et donc, ce qu'on apprend, là, encore une fois... Oui, ce qu'on appelait les hauts fonctionnaires, finalement. Ceux qui sont là c'est ça, mais ils ont leur propre organisation. Comme aux États-Unis, ils ont leur propre organisation, leur propre syndicat, si je peux dire, là, qui fait en sorte qu'ils sont en marge, ils sont sous le coup d'une loi spéciale qui a été votée il y a bien des années et qui leur assure une immunité qui leur permet de faire ce qu'ils veulent et aussi une indépendance pour laquelle ils n'ont pas à rendre de compte auprès des élus. C'est ça. Mais pourtant, ce sont eux qui sont les premiers conseillers des ministres, des gens élus démocratiquement pour 4 ans, comme on disait en général. Et alors, eux, ils s'en lavent les mains tout le temps parce que c'est toujours la responsabilité de ceux qui sont élus d'accepter leurs recommandations. C'est ça. OK, donc...
Et c'est pour ça qu'en ce moment, cette semaine, on est la semaine du 17, là, du 18, le samedi le 18, là, la semaine qui vient de se terminer, je me souviens bien, hier le 16, la veille qu'on enregistre, le président Trump a fait mention de sa grande frustration, le 15 ou le 16, de ne pas pouvoir nommer les directeurs des agences qu'il souhaite. Parce qu'imaginez-vous qu'après tout ce temps qu'il est au pouvoir, 3 ans et quelques, là, 3 ans et demi, eh bien, il y a encore bien des nominations à des postes clés qui n'ont pas été entérinées par le Sénat, parce qu'ils ont fait l'objet d'obstruction de la part du Congrès. Et donc, il est aux prises encore, après tout ce temps, avec des hauts fonctionnaires qu'il n'a pas pu nommer lui-même. OK. Alors, il ne se sent pas libre. Il peut même se sentir trahi par des gens qui ont un autre agenda que lui. Puis, il va avoir les bâtons dans les roues, il va avoir tout pour le discréditer ou pour lui compliquer la vie. Il n'est donc pas le chef. C'est pas un capitaine de bateau qui dit que quand il envoie l'ordre au moteur en bas, les gars vont répondre à ses ordres instantanément. Non, il y a toujours quelqu'un qui va interférer s'il veut, puis imposer des ordres différents. OK. C'est exactement le cas. Ouais. C'est exactement le cas, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis depuis le début de cette administration-là. Oui. Là, je vais te faire entendre un autre intervenant qui, je pense, est marquant, parce que d'abord, c'est un professeur d'université à la retraite, M. Martin Yanta Polchinski, qui est venu à mon congrès ésotérique, là, ESO 2020. J'ai laissé le poster en arrière de moi parce que c'est la Terre. On parle de la condition de la Terre, de la planète Terre encore. Et M. Polchinski nous explique que nous sommes dans une guerre, une troisième guerre mondiale d'une certaine façon, avec des armes bactériologiques. Et c'est très intéressant de voir comment il nous a présenté, parce qu'il a fait une conférence sur l'emporte-pièce de plus d'1 heure, avec PowerPoint et tout le reste. Alors, on le comprend, c'est un homme très structuré mentalement, et il nous apporte les éléments d'appréciation concrets. On écoute ça. Le lien entre virus biologique et virus idée ou mimème. Voilà, c'est un livre que je considère comme très important. Alors, c'est ici en anglais, le titre. C'est par Ken Alibekov, Kenneth. C'est celui qui était responsable du programme de guerre bactériologique et virologique, donc guerre biologique, si vous voulez, de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait dépensé énormément d'argent pour développer des armes biologiques, et c'est lui qui était à la tête. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, il a émigré aux États-Unis, il a bien sûr été interrogé par les services américains, mais il a écrit un livre qui dévoile tout ce qu'il savait sur ce qui se préparait. Et il dévoile notamment que les Soviétiques ont perdu pendant la troisième guerre la plus meurtrière du XXe siècle. La première, c'était la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième, c'était la Première Guerre mondiale. Et la troisième, c'était la guerre civile russe, qui était atroce. Mais dans cette guerre civile russe, beaucoup de gens sont morts de faim et de froid et d'exécution et tout ça. Mais le plus, les gens sont morts d'épidémies, de virus, de choses comme ça, parce que les populations affamées, etc., sont très susceptibles à des agents biologiques. Et les Russes ont compris que c'était une voie extraordinaire pour affaiblir leurs ennemis, et ils ont mis le paquet là-dessus pour développer des armes biologiques. Bon, donc voilà un livre qui est très intéressant. Et les Chinois leur ont emboîté le pas. Vous savez que les Chinois ont le plus grand théoricien de l'art de la guerre, Sun Tzu. Et Sun Tzu dit que quand on prépare une guerre contre un ennemi, il ne faut pas que l'ennemi soit au courant des préparations. Et puis, quand on commence la guerre, il ne faut pas que l'ennemi se rende compte que la guerre est déjà commencée. Ça, c'est le principe de base de la pensée militaire chinoise. Et je cite un autre livre, Wake Up America, qui est écrit par quelqu'un qui était colonel là, dans l'armée populaire chinoise. Et voilà le truc. Le titre est Unrestricted Warfare, c'est exactement la même idée que l'idée du docteur Goebbels, Total War, la guerre totale. Tous les coups sont permis, tout est possible. Et bien entendu, à partir de ces deux idées, les idées virus à propos de la guerre, parce que tout le monde connaît Sun Tzu, et Sun Tzu est utilisé beaucoup par les managers dans les compagnies
occidentales qui sont en concurrence les unes avec les autres et qui considèrent que les compagnies se font une espèce de guerre commerciale. Donc, ils utilisent les idées de Sun Tzu. Et puis, les idées de développer, entre autres, la guerre biologique, ben, c'est exprimé dans ce livre, c'est ce que les militaires chinois apprennent. Donc, je dis que les biovirus de guerre suivent les idées virus de guerre. Alors voilà, je continue. Quand la guerre est commencée, parce qu'on attaque, on le fait en sourdine en prétendant jamais qu'on est en guerre, parce qu'on essaie d'expliquer aux gens qu'on fait des interventions pour peut-être protéger même l'autre pays qu'on est en train d'envahir, pour éviter qu'il y ait du terrorisme ou qu'il soit victime de maladies, etc. On est là pour aider aux besoins, on va vous aider, on va vous envoyer des masques pollués, on va vous envoyer des testeurs avec des Q-tips qui rentrent dans le nez, qui sont pollués. Puis au bout de la ligne, ben là, les gens vont déjà être affaiblis, et quand ils sont assez affaiblis et complètement désorganisés, on va envahir, puis ils vont être incapables de répondre à notre attaque. Et Polchanski est catégorique. C'est ce qui se fait présentement. On réalise même pas, on est comme dans la brume, on est comme niaiseux, on comprend pas qu'on est en train de se faire, je sais pas moi, macérer avant d'être attaqué directement par... Alors, est-ce que tu veux que je réagisse à ce que tu as dit? Oui. Bon, écoute, on en a parlé souvent. On sait que c'est une guerre d'élite. Alors, on a toujours dit que il y avait une guerre de désinformation, une guerre d'information, hein? Ben oui. Une guerre de l'information. Alors, il y avait une guerre économique, puis après ça vient la guerre kinétique, qui est les bombes, tout ça. La Chine, c'est comme les États-Unis, hein? On a vu au cours des... On n'a plus ton son, là, mais prends-le sur le téléphone. Ces élites-là. Et c'est la même chose en Chine. Jean, reprends. OK. Bon, on essaye, on continue. Alors, on va... Non, arrête pas. Alors, j'espère que tout le monde comprend et est indulgent parce que la communication par Internet devient de plus en plus difficile. La raison fondamentale, c'est qu'on fait un Skype de Québec à Montréal. C'est pas comme si j'étais tout seul en studio, comme Alexis Cossette qui fait ses émissions tout seul en studio, puis il parle, ça s'enregistre très bien. Mais là, c'est que l'Internet sert de plus en plus à des conditions de guerre, des conditions d'urgence, si on veut. La guerre contre le coronavirus. Et donc, il y a des prioritaires maintenant, puis nous, on est en dernière, dans la cave complètement, là. On n'est pas parmi les plus importants. Hein. Alors, Jean, est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel? Alors, moi, vous savez, je vous ai dit que j'étais optimiste et serein, malgré cette crise. C'était mon propos lors de la dernière émission. J'ai un retour de son, là. Bon, écoute, effectivement, Richard, les choses sont différentes. On l'a vu, il y a eu un reportage que moi j'avais mis sur mon fil Telegram où on montrait les zones de température et les zones où il y avait le plus de cas. Il semble qu'il y ait une corrélation entre la température ambiante et les cas. Bon, ça, est-ce que c'est fiable, cette information-là? Moi, je n'ai pas été en mesure de la contre-vérifier. D'un autre côté, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, au Mexique, il y a eu un tableau d'un hôpital qui a été mis sur le tableau des patients, qui a été mis sur l'Internet cette semaine, et on voyait des cas identifiés comme COVID-19 et des cas qui avaient une pneumonie atypique qui était autre que le COVID-19, et ça, il y en avait plus de patients à l'hôpital qui avaient cette pneumonie atypique qui n'était pas un COVID-19 que la COVID-19.
Bon, est-ce que c'est une autre souche? Apparemment, il y aurait 3 souches principales qui se promèneraient et dont une serait plus virulente que l'autre. C'est ça. On peut s'imaginer que les tests l'auraient détecté. Cependant, le docteur Raoult, en France, a parlé d'une chose très intéressante dans un de ses résumés cette semaine, une séquence vidéo. Alors, il expliquait que les gens, quand ils sont rendus au moment d'être intubés, la plupart du temps, ils n'ont plus de traces de COVID-19 détectables dans leur système. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit, quand ils sont rendus à cette étape-là, ils sont dans une autre phase de la maladie, qui est plus une pneumonie conventionnelle, et c'est probablement pour ça qu'il est fait avec des antibiotiques, alors. OK. Actuellement, ton son est excellent sur Internet. Mieux qu'au téléphone, même. Bon. Ouais. Alors, Bon. on passe à une autre image, Jean? À ton montage? Pardon? À ton montage derrière toi, c'est quoi qu'on voit, là? Alors, pour continuer sur la chloroquine, alors on voit que la Russie a approuvé le traitement pour les gens qui souffrent de COVID-19. Et tantôt, tu parlais un petit peu des forces et des traitements. Moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, on parle de nos différents groupes d'élite. Comme par hasard, alors qu'on est dans la crise, et rappelez-vous qu'on a déjà parlé du rôle d'Israël dans la route de la soie et de son rôle vital. Là. Alors, regardez bien, on a lancé un traitement qui soignerait, qui aurait un taux de survie de 100 aux États-Unis. Alors ça, c'est intéressant. On dénigre la chloroquine pendant que, supposément, il y a un nouveau médicament qui apparaît qui est bon à 100%. Alors que la chloroquine nous donne un taux de succès d'environ 91 à 95%. Il faut savoir que la chloroquine combinée au zinc a un excellent taux de succès. Et puis, ce que je voulais vous mentionner ici, c'est toute la controverse qu'on voit avec ceux qui sont en faveur de la vaccination, qu'on ne doit pas parler ici. Donc déjà, une prise d'avoir dit ce mot une fois. Alors, il y a tout un conflit entre ceux qui sont en faveur de la V versus les nouveaux médicaments versus les médicaments qui existent déjà. Donc, encore une fois, c'est une bataille de jeu d'intérêt. Et on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas de bataille d'argent dans toute cette pandémie-là, que c'est être conspirationniste penser qu'il y a un conflit au niveau des sommes d'argent qui sont attribuées par les systèmes de santé publique. Ouais. Et puis, temps pour en rajouter une autre, rappelons que un membre de la famille Kennedy, en fait 2 membres de la famille Kennedy sont morts dans des circonstances très suspectes au cours des derniers jours. Vous pouvez faire votre recherche. C'est des gens qui étaient sur le bord de la plage, sont allés se baigner où c'était pas très profond, et puis ils sont retrouvés morts noyés. Au même moment que ces nouvelles-là sortent, quelques jours avant. Alors, c'est de la guerre. Un peu simple. C'est vraiment de la guerre, avec des victimes. Quand tu as dit au début, tu as parlé à un moment donné d'en arriver à une guerre kinétique, ça veut dire en mouvement, dans l'action. Il y a justement le livre de la guerre totale. Et quand on dit guerre totale, ça veut dire une guerre sans merci, où tout est permis, tous les coups sont permis. Les meurtres, comme ça, hein, les assassinats arrangés en accident puis en crise cardiaque. Et puis, écoute, c'est à voir. Moi, je crois que ces gens-là se parlent. C'est à tout le moins s'ils se parlent par les médias ou en personne, ils se parlent. Ces groupes d'élite-là qui combattent là, pour le contrôle, pour la domination, pour le contrôle du futur, comme on a déjà dit. Alors, ils se parlent. Est-ce qu'ils vont finir par comprendre qu'ils sont manipulés par des forces à un autre niveau? On sait qu'il y a un groupe, le groupe des technocrates et des technologistes. Ils aiment faire des séances de spiritisme, comme on appelait autrefois, sous l'influence du LSD pour connecter. Ouais.
pour être inspirés. Est-ce que tous ces gens-là, on a déjà mentionné dans des émissions qu'ils sont très informés des phénomènes occultes et ils y croient. Hein? C'est ça qui est important de se rappeler. Donc, est-ce qu'ils comprendront à un moment donné qu'ils sont manipulés les uns contre les autres et décideront d'un autre chemin pour l'humanité? Ben ça, c'est ce qui est à voir. Merci, Jean. Alors, ben, ça me fait plaisir, Richard. Puis on va encore laisser passer du temps parce que le temps me donne raison. Alors, qu'est-ce que tu vois dans les prochaines semaines avant qu'on te retrouve? Plusieurs semaines encore. Oui, de toute façon, la crise tire sur sa fin, la solution médicale est trouvée, et puis ça va être la reprise. Et quand on sera engagé dans la reprise, ben, on se reparlera de ce qui suivra. Oui, il va y avoir la notion de vaccination qu'on va imposer pour avoir un carnet de santé. Sans ton carnet de santé, tu ne pourras pas continuer à enseigner. Tu ne pourras pas changer de ville ou aller dans d'autres pays. Ton carnet de santé va être obligé d'avoir la vaccination. Pas si pessimiste que ça. On verra. Oui. OK. Mais là, tu n'as pas de déclaration à nous faire qu'on serait surpris d'entendre maintenant et qu'on va confirmer d'ici les prochaines semaines? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties là, au niveau de tout le sujet de la V là, versus la médication. Et puis là, ce qu'il faut voir, là, c'est qu'est-ce qui va arriver principalement aux États-Unis au cours des prochains jours. Comment la réouverture va se faire. Parce qu'on nous a annoncé la réouverture. Alors, comment ça va jouer? Et on verra quelle faction de l'élite réussira à tirer la couverte de son bord. Et puis, là de ça, s'il y aura une entente entre les élites. Si vous voyez que les gens continuent de se chicaner et faire de la petite politique comme on voit depuis 2 semaines, c'est que la crise est vraiment finie. Ça, c'est clair que depuis 2 semaines, on voit de la petite politique. Ça veut dire que la crise est finie. S'il y avait eu une crise majeure, il n'y aurait pas de petite politique. Et puis, au-delà de ça, quelles seront les mesures qui seront imposées? Ben là, on va voir dans quel genre de monde on va probablement vivre. Alors, est-ce que ça sera des mesures draconiennes comme celles que tu as dit ou demi-mesure draconienne, c'est ce qui reste à voir. Il est clair qu'on s'est servi de la crise pour nous passer quelque chose entre les dents, comme je vous avais dit la dernière fois. Alors, reste à voir jusqu'où ça va aller. Et là, c'est là qu'on va voir dans les prochains jours quelle direction ça va prendre, qui va avoir gagné le bras de fer ou s'il y aura eu une entente entre les différentes factions. Très bien, Jean. À suivre. À suivre, c'est ça. Au revoir tout le monde. Alors, revenons à notre invité, Marc Lapelle, homme d'affaires, qui nous a parlé, bien évidemment, de la finance et du rôle que devraient jouer les banques, les banques, les assurances, etc., etc. Les gros faiseux d'argent dont on ne peut se séparer. J'allais dire nos parasites chéris. Banques, assurances et médias. Nos parasites chéris. Marc, où est-ce que c'est que tout ça va nous mener? On continue l'affaire. Je vais emprunter à Yuval Noah Harari. Ce monsieur qui a fait un best-seller qui s'appelle encore Sapiens, qui a écrit 2 autres best-sellers. Homo Deus et les 21 leçons pour le 21e siècle. Exactement. Et il a, j'ai pas la date ici, mais au mois de mars, il écrit un article. En passant, ce bonhomme-là, c'est un Israélite
il vit en Israël, c'est un historien de formation. Et depuis ses livres, on l'invite partout en conférence. Il est bright. Professeur de l'Université de Jérusalem en histoire. Oui, oui. Et c'est un bonhomme intelligent, c'est un bonhomme clairvoyant. Et c'est pour ça qu'on l'invite et on lui pose beaucoup de questions. Et il a fait un article au mois de mars qui s'appelle « Le monde après le coronavirus », qui est exactement ta question. Ben oui. C'est qu'est-ce qui va arriver après. Alors, je pense que j'ai envoyé, parce que j'ai tenté de faire une popée traduction, parce que c'est en anglais, que je l'ai envoyé à Gilles Surprenant. Oui, oui. Donc, j'invite tout le monde à prendre le temps de le lire, mais pour couper court, je vais quand même, à son introduction, lire la conclusion de son introduction. Et qui donne une réponse, et on pourrait la développer, cette réponse-là, si tu veux. La réponse qu'il donne, à savoir que sera le monde après le coronavirus, est la suivante. En cette période de crise, nous sommes, et je le lis, en cette période de crise, nous sommes confrontés à deux choix particulièrement importants. Le premier se situe entre la surveillance totalitaire et l'autonomisation des citoyens. Ce premier-là, c'est intéressant. On a le coronavirus. Alors, vous allez tousser dans votre coude. Vous allez faire tenir à 1 mètre de distance, 2 mètres de distance. Vous allez laver vos mains 20 secondes. Clac, 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 clac. Ça s'appelle une tentative d'autonomisation des citoyens, qu'ils se responsabilisent eux-mêmes, qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Vous allez faire ça, ça, ça. Malheureusement, il y a toujours des gens qui résistent, qui ne le font pas, et on tombe automatiquement à la surveillance totalitaire. Actuellement, on va pouvoir suivre, même prendre la température grâce à vos téléphones cellulaires. On va pouvoir faire une descente de police s'il y a un party à côté de chez vous. Comme dans le système communiste, les gens se trahissent eux-mêmes, se rapportent eux-mêmes. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est entre ce choix-là, déjà, on voit se dessiner que, puis retenez ça, autonomisation des citoyens, je vais en parler tantôt quand je vais parler de la conscience. Okay. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu. Mais, on s'en va vers une surveillance totalitaire. Donc, le vrai Big Brother, et ça va être accepté pour tout le monde, par tout le monde, parce que ça va être pour le bien de tout le monde. Quand la police arrive parce qu'il y a un party, c'est parce qu'il y a des voisins qui sont pleins, parce qu'ils ont peur qu'il y ait une transmission de virus, etc., etc. Bon, vous voyez l'affaire, là? Donc, cette surveillance totalitaire acceptée par le peuple. Ouais. Le deuxième choix à faire est le suivant. C'est choisir pour un pays entre l'isolement nationaliste et la solidarité mondiale. C'est un peu les deux que ça va faire. Il faut les deux. On n'est pas parti pour s'en aller sur la solidarité mondiale. Quand vous avez des M. Trump, quand vous avez des Chinois qui cachent l'information, actuellement, il y a une situation de guerre, et en situation de guerre, les puissances se battent pour qu'à la fin de la guerre, il y ait plus que ce qu'il y avait au début de la guerre. Ouais. Donc, la solidarité mondiale, qui est un beau rêve au violon, le libre-échange, je pense que M. Trump nous a démontré qu'il ne veut pas s'en aller là. On est supposé avoir du libre-échange et pourtant on a des frais douaniers incroyables alors qu'on n'est pas supposé en avoir. Vous avez des problèmes avec l'euro, l'Union européenne. C'est la même affaire qui se passe. Les frontières, à cause du virus, sont en train de se fermer et non pas de s'ouvrir. Donc, les choix qui semblent s'en venir, à moins qu'il y ait un changement, là, s'il n'y a pas de ce dont on va parler, qui s'appelle la prise de conscience des individus, ça va être la surveillance totalitaire et l'isolement nationaliste. Et là, c'est grave. Parce qu'il n'y a personne qui va venir te défendre. Tout va se faire dans le pays et les pays vont s'organiser pour avoir un contrôle totalitaire sur les gens. La solution à la sortie,
à la sortie, c'est qu'il y ait une venue d'un leader incroyable qui va faire un peu ce qu'on a parlé tantôt. Ouais, qu'on le souhaite. Un capitaine du navire spatial qu'on appelle le vaisseau planétaire Terre. Un amiral. Un amiral, exactement. Un admirable amiral. Un admirable amiral, c'est dur à dire. Mais c'est intéressant ce que M. Harari a dit. Oui, c'est intéressant. Quand j'ai vu ces deux lignes-là, je dis, il a raison. Donc, ça répond, je pense, c'est une bonne réponse à la question qu'on se pose actuellement. Qu'est-ce qui va arriver au bout de ce tunnel-là? Je t'écoute. Vas-y. Bon, alors, dans le fond, les propos de Yuval Noah Harari sont intelligents, sont bien. Ton document qui est traduit là, très finement, c'est pas juste une traduction Google, là, c'est vraiment là, les mots choisis pour être bien pesés. Ils sont disponibles dans le complément de Gilles Surprenant. Peut-être qu'il va le mettre même à part, un annexe au complément. C'est ce qu'il fait habituellement quand il y a un texte un peu long, là. Mais ça permet aux gens de lire l'intégrale. C'est très bon. Mais on ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre, globaliste, sans être fort dans sa nation. C'est l'unité dans la diversité. Alors, je me souviens qu'il y avait des pays qui disaient, nous, on va cultiver le riz, on va en vendre pour toute la terre. L'autre va cultiver du blé, le Canada, entre autres, on va en vendre pour toute la terre, pendant que d'autres vont faire d'autres choses et on va faire des échanges comme ça. Et, un peu comme tu nous disais tantôt, il y aura 4 castes, pas une qui domine sur l'autre, mais qui font tourner l'énergie dans les unes et dans les autres. Mais le tout est un tout, dont il y a le monarque qui est au centre, qui lui, avec son aéropage, je dirais, de sénat, de sages, de gens qui ont à la fois l'expérience... Je pense que ça prend une restructuration, comme on le dit, parce que je vous donne l'exemple du pétrole actuellement. Il y a une guerre entre la Russie et les pays de l'OPEP pour le pétrole. C'est terminé là, avec le corona, ça l'a fait éteindre. Et un autre qui veulent pas voir arriver, c'est l'Alberta canadienne avec son pétrole bitumineux. On voit que ces pays-là ont décidé que ce serait eux autres, maintenant que le Venezuela est en faillite puis que ça opère pas, c'est eux autres qui ont décidé de fournir comme ton blé, comme ton riz de tantôt, au reste de l'humanité. Nous autres, nous allons vendre. Écoute, c'est pas dans l'esprit dont on parlait, c'est qui va avoir le monopole du pétrole, puis tout le monde va être obligé de l'acheter. Le hic actuellement, c'est qu'à cause de ça, le prix du pétrole est rendu à une valeur ridicule et ces mêmes personnes-là demandent au pays de financer leur industrie. On a encore entendu parler aujourd'hui avec M. Trudeau. Donc, moi je dis le nouveau système, la nouvelle façon d'opérer, entre guillemets, ne peut pas se faire avec les mêmes mentalités qu'aujourd'hui, les mêmes individus. Oh, ouais. Ça peut pas se faire. C'est impossible. Si on leur remet l'affaire en leur disant le fameux mot magique, il faut que, tu dois que, ça marche pas, ça. Ça, c'est dire des choses. Il faut les faire, les choses. Et ces gens-là ne changeront pas en quelques mois. C'est impossible. Ça, c'est mon avis à moi, puis je suis prêt à le défendre. Cependant, ce qui va changer les choses, d'après moi, il n'y a qu'une façon. Puis là, je ne vais pas parler comme Bernard de Montréal, je ne vais pas parler comme tout le monde, c'est la conscience des gens, que les gens deviennent conscients. Et la grande majorité des gens, quand je dis les gens, là, c'est les humains, sont inconscients. Je te donne un exemple. En fait, on pourrait faire un petit cours de conscience 101. Parce que tout le monde dit, ah oui, la conscience, je vais parler aux esprits, je vais rencontrer les anges, je vais rencontrer... Puis là, je me fais dire, quand je vais être conscient, ben oui, mais j'en vois pas le bout de ça, comment ça va marcher? Non, la conscience commence dans votre maison, chez vous. Laissez tomber tout ce mysticisme-là et regardez ce qui se passe quand vous allez au dépanneur. Mm-hmm. Vous allez au dépanneur, voici une personne inconsciente. Elle rentre dans le dépanneur, elle ouvre la porte, et il y a une personne qui va rentrer après elle, mais il tient pas la porte. Elle lâche la porte, puis la plupart du temps, la porte rentre dans le front de la personne qui est en arrière. C'est une personne inconsciente. Ouais. La personne consciente doit être
consciente des autres. Mais ça, mon pauvre Marc, ça s'enseigne pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Je sais pas si ça s'apprend pas. Ben, je pense que oui, on va se poigner là-dessus. Non, mais Serge Cazelet, qui est venu à notre congrès ESO 2020, il a bien expliqué, il y a 3 niveaux d'êtres humains. Les illiques, les psychiques et les pneumatiques. Mais les pneumatiques, c'est pas les pneus d'automobile puis de bicycle, là. Le pneuma, c'est-à-dire l'âme. Les illiques, c'est ceux que tu appellerais les inconscients. Mais c'est des robots super organisés. Ils peuvent avoir une grande intelligence, ils peuvent apprendre, avoir une belle mémoire, être efficaces et fonctionnaires. Mais en réalité, c'est vraiment pas l'idéal. C'est la base d'une humanité qui est supérieure à des animaux, là. Bon, les illiques. Après ça, tu as les psychiques. Les psychiques, eux autres, ils ont de l'intuition, ils sont psychiques. Ils ont des capacités, mais l'ego est très puissant. L'ego est trop gros, trop puissant. Les psychiques, ils se pensent le nombril du monde, le phare qui éclaire et qui donne la lumière à tout le monde. Et le dommage, c'est ça, c'est que c'est me, myself and I. Ils sont conscients d'eux. Ils vampirisent ce qui se tourne autour. Ils peuvent être parasites, profiter des besoins des autres pour dire « je vais être pour vous, je vais vous aider à », mais c'est des psychiques. Et il y a au-dessus les pneumatiques, l'âme. Là, tu rentres dans le niveau de ceux qu'on pourrait appeler les conscients. Et ça, c'est inné. Tu nais psychique, tu nais illique, tu nais pneumatique. C'est incroyable quand tu es dans une école et que tu enseignes à des petits bouts de chou. Tu les vois, les petits Brutus, les petits illiques, là. Tu sais, je veux dire, c'est du terre à terre, des sensations, etc. L'autre arrive avec les sentiments. Il va avoir quelque chose de un peu plus humain, on dirait. Il est, comme on pourrait dire, même envoûtant. Il peut être cajoleur, ratoureux, c'est ça. Intelligent, s'en sert pour... il arrive à ses fins. Et l'ego. Mais le 3e niveau, qui se trouve être les pneumatiques, c'est ceux qui ont comme une conscience qui dégage des contingences du temps et de l'espace, de leur ego. Ils vivent comme plutôt des spectateurs-acteurs, où ils voient les choses se passer sans jamais dramatiser dans la pièce de théâtre dramatique, mais ils assistent à travers leurs actions à créer quelque chose qui soit créatif et qui élève l'âme, parce que de toute façon, ils savent qu'ils vont quitter ce monde, puis ils vont continuer. Et c'est là les conscients. Et ça, c'est inné. C'est triste à dire, mais c'est beau quand on sait comment ça marche. Et là, ben, si on revient à l'Empire chinois, il y avait des empereurs qui avaient divisé le royaume justement en différentes catégories, parce qu'ils savent que quand tu vas aller dans ce territoire-là, attends-toi que ça va être ce genre de monde-là. Tu t'en vas dans ce territoire-là, tu as ce genre de monde-là. Ça mange pas la même affaire qu'eux autres, ça s'intéresse pas à la même musique. C'est une façon de voir l'âme, là, l'âme, musique. T'es très songeur, Marc, ça m'impressionne. C'est rare que tu me vois songer. Ce que tu viens de dire, là, ouais. C'est bien bizarre. Et me remplit de joie et m'attriste au plus haut point. C'est ça. C'est inné ou c'est acquis? Non, mais c'est grave parce que j'ai de la misère à concevoir un changement court dans le temps de la structure humaine. Appelle-la la matrice. Ça va venir, là, tu as raison. Oui, continue. Et dans ma tête à moi, c'était une prise de conscience. Plus qu'une prise de conscience, c'était de devenir conscient. Par contre, je suis pas en désaccord du tout avec ce que tu dis. C'est inné. Bon. Ouais. Tu me connais, je suis un optimiste de nature, peut-être un peu trop. J'ai toujours l'espoir de dire
je te l'ai dit déjà, le monde est bon, les méchants, il y en a pas, puis tu me dis non, il y en a des méchants. Je suis dans cette phase d'accepter qu'il y a des méchants, je suis dans cette phase d'accepter ce que tu viens de dire, qu'il y en a qui n'ont rien à faire au niveau conscience et si on a le pouvoir de les placer à la bonne place pour qu'ils fassent ce dans quoi ils sont bons, puis qui emmerdent pas les autres pendant ce temps-là, là, bravo, là, je suis heureux. Je sais pas si tu me suis. Là. Parce que on parle de terre à terre, on parle pas de ce qui se passe après, et d'ailleurs, on parle à terre demain matin, sur notre planète Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une crise, quand on sort de la crise, c'est pour passer à une autre étape. Et je pensais peut-être bien naïvement qu'il y avait peut-être moyen de donner un petit peu de conscience aux gens. Et là, ce que tu me dis là me décourage un peu. Attends, j'aime profiter de l'occasion pour expliquer très exactement le sens d'ésotérisme expérimental. C'est toujours une question pédagogique, de préparer le monde qui nous écoute, et il n'y en a pas beaucoup qui nous écoutent, hein, c'est pas les 500 000 auditeurs que j'avais comme dans le temps du câble, parce que là, on pitonne d'un poste à l'autre, clic, 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 maintenant il y a un choix infini sur Internet. Et là, on voit que la quantité de gens est beaucoup plus des gens intéressés que des WRE. Autrefois, il y avait des WRE où c'était à mode parce que tout le monde écoutait, tout le monde y allait, aux conférences, etc. Maintenant, il y a vraiment une élite qui s'intéresse à ce qu'on fait. Et là arrive l'élément ésotérique par excellence qu'on appelle l'initiation. Qu'est-ce qu'une initiation? Dans tous les groupements ésotériques, c'est une épreuve de différentes natures, hein, qui va toucher le physique, qui va toucher l'intellect, qui va toucher le psychique, qui va toucher l'âme et qui va toucher tes convictions spirituelles. Là, ces épreuves-là, qu'on appellera des initiations, c'est la preuve par l'épreuve. Et Saint-Exupéry disait toujours, on mesure la grandeur d'un être humain à la grandeur de l'épreuve qu'il va surmonter. S'il fait juste surmonter une petite épreuve de rien, ok, c'est beau, il a passé. Mais on va aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, puis à un moment donné, oh là, il faut qu'il gravisse la montagne avant d'arriver au sommet. Puis un coup qu'il sera rendu au-dessus des nuages, il sera au sommet du sommet, il est au-dessus des nuages. Donc, il voit le soleil tout le temps. Il fait toujours le soleil. Autrement dit, quand on dit, faut pas avoir la tête des nuages. Non, il faut avoir la tête au-dessus des nuages en gardant les deux pieds sur terre. Quand il est rendu vraiment haut. Et ensuite, il faut redescendre en bas et annoncer la bonne nouvelle aux autres. On va dire, tu sors de la vallée des larmes et tu redescends dans la vallée du bonheur. Et tu transmets la connaissance, l'expérience, et c'est ça la sagesse. L'alliance entre l'expérience que tu as acquise et la connaissance, le savoir. Et quand les deux sont ensemble, ça devient de la sagesse quand tu sais comment appliquer ce que tu as appris, le savoir, et que tu sais comment et à quel moment et à quel endroit. Et voilà. Alors, je suis content d'avoir passé ce petit message-là, Marc, parce qu'on va comprendre pourquoi on a la pandémie avant 2023. Parce que c'est pas fini, là. Ce n'est que le début, première étape. On monte une petite montagne, on l'a réglé en dedans de 3 mois. On va en avoir une plus grosse qui s'en vient. Et on va avoir à vivre des épreuves initiatiques, des initiations, qui vont permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on disait autrefois. Et quand arrivera 2023, on aura d'en face la réalité des humains qui nous entourent. C'est qui a compris? C'est qui s'est arrangé pour être gagnant pour lui et pour tous? Alors, tous pour un pour tous? Eh oui, parce que si tu vas être tout seul dans ta petite affaire, tu vas t'apercevoir que tu ne feras pas grand-chose. Tu ne peux pas tout faire. Tu as besoin de l'unité dans une diversité d'êtres. Et c'est ça la planète Terre. On a différentes races, ou d'autres diront espèces, ou d'autres. Mais on a vraiment quelque chose qui nous permettra d'enfin, on s'est rendu compte dans la pandémie qu'on avait besoin d'échanger nos connaissances, nos techniques. On s'examine les uns les autres. Regarde, l'Italie a commencé, ça a été pire que toutes les autres. Puis après ça, l'Allemagne qui a réglé ça comme ça. La Corée du Nord l'avait déjà réglé. Comment ils ont fait?
Ben, ils ont pris les grands moyens. Dès le départ, il y avait moins d'ego. Il y avait une éducation, une pédagogie qui était faite dans le peuple, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu assez bien. Alors, c'est ça. On est dans une belle émission d'ésotérisme expérimental où on essaie de voir qu'est-ce qu'il y aura au bout du tunnel. Hein? C'est ça le thème première émission du bout du tunnel. Il va en avoir, je pense, 7 émissions sur le au bout du tunnel. Parce qu'on va avoir l'impression toujours d'être rendu au bout du tunnel. Mais quand on arrive au bout du tunnel, on va être au bout d'un tunnel, on va voir de la lumière qui va nous éblouir, qu'on ne saura même pas où est-ce qu'on s'en va, ou ça va être juste assez éclairé. Puis on va-tu débarquer du tunnel? On va-tu rester dans le tunnel? C'est comme disait Alain Niala quand il dit il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, le problème, c'est qu'il faut jeter le bain aussi, parce que la baignoire qu'on avait pour le bébé, là, est plus assez grande. Le bébé, il grandit, l'humanité grandit en quantité et en qualité, mais il est très disparate. Alors, on va essayer d'arranger les choses. C'est pas parce que tu es riche que tu es plus conscient. C'est pas parce que tu es plus instruit que tu es plus conscient. Es-tu d'accord avec ça, Marc? Oui. C'est pas parce que tu es riche que tu es plus conscient. C'est pas parce que tu es plus instruit que tu es plus conscient et compétent. Et puis je rajoute ce mot-là parce que c'est important. On va peut-être vivre un siècle de compétences où les gens seront jugés sur leurs compétences et placés sur leurs compétences. Puis un troisième, c'est pas parce que tu es plus intelligent que tu es plus conscient. Oui. Plus riche, il y en a 3. Plus instruit, plus riche, intelligent. Instruit, intelligent. OK, c'est bon. Oui, alors, on parle de mots, là, c'est des mots. Oui, mais j'aime le mood là, qu'on est en train d'avoir. Hey, veux-tu que je t'en dise une pire que ça? Et c'est pas pessimiste. Et c'est pas non, pessimiste non. au contraire. Alors, je vais t'en dire une pire que ça. T'en as nommé 3, parce que pour maintenir quelque chose en équilibre, ça prend 3 points d'appui. Sur 2, ça bascule. Sur 1, à moins qu'il tourne très, très, très vite, il va rester comme un gyroscope. Sur 2, il va basculer. 3, ça se tient. Sur le plan concret, biologique, tu as donné les bons éléments. Sur le plan spirituel, maintenant, les 3 piliers sont, c'est pas parce que tu as beaucoup de volonté que tu es conscient. Tu sais ce que tu veux, tu prends les moyens pour y arriver, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus conscient parce que tu as du power, le will power, comme on dit en anglais. Will, c'est le futur. Will power, la force du futur. Les pistes de temps, etc., c'est un autre sujet qu'on traitera. La volonté. C'est pas parce que tu as beaucoup d'amour, attention, que tu es conscient. Trop d'amour, c'est pas mieux que pas assez d'amour. Conscience, c'est autre chose. Et c'est pas parce que, là, en bas, on appelait ça de l'intelligence, mais en réalité, il faudrait dire de l'intellect, ou de l'intellectuance, comme dirait Daniel Kemp. Lui, il appelait ça l'intellectuance. Mais l'intelligence de l'Esprit Saint, c'est pas parce que tu as beaucoup d'intelligence inspirante spirituellement que tu es plus conscient. Non. Les 3 d'en bas, les 3 d'en haut qui fait le tétraède, le Merkaba, c'est la voie du centre qui fait ta conscience. C'est le lien entre les deux mondes de triple, les 2 triplicités créent avec le 7e la conscience, le lien du centre. Et si tu es déséquilibré dans une parce que tu as trop d'une, passer de l'autre, et dans l'autre cas, c'est la même chose, là, je suis rendu dans l'enseignement ésotérique. Non, là, je suis content. Continue. Oui, mais, ta conscience doit, et la conscience, tu sais, on voit ça des fois dans des robots. C'est ça. La conscience passe son temps à voyager. La nuit, tu vas dans le monde spirituel. Le jour, tu redescends dans la matière. La nuit, tu remontes dans le monde spirituel. Et tout est cyclique. Tout est pulsation. Tout est la vie. Tout est vie. Et quand ça arrête, c'est mort. Mais c'est ça. Et la conscience, c'est ça. Cette capacité. Et c'est on dirait une flamme. Et elle augmentera. Et ta conscience prend de l'expansion. Et c'est ça qui est... Et pour ça, il faut être capable de passer les épreuves, des initiations. On est en train d'en vivre une. Collectivement, c'est la première de quelques-unes parce qu'on n'a pas fini d'en voir d'autres.
Je vous dis, géologiquement, il va se passer des gros tremblements de terre, il va y avoir des gros changements, des volcans vont faire éruption, il y aura des moments où les gens vont être en perdition et d'autres vont être en rémission et d'autres vont être en sauvetage total. Même notre ami de Rio, tu l'as entendu, Marc? Oui. Puis à un moment donné, il en parle de ça, là. Même 2023, il est au courant. Et il dit, quand l'ascenseur va passer, ou tu montes, ou tu descends plus bas. Et c'est réellement ça qui s'en vient. Ça va être ce qu'on appelait dans des textes séparés le bon grain de l'ivraie. C'est devant l'épreuve qu'on voit les bonnes personnes, les égoïstes, puis les profiteurs. Alors, ça prend des épreuves, ça prend des mises en situation, des exercices pour voir où se situent les gens. Voilà. Ben écoute, on va peut-être clore bientôt l'émission. Est-ce que tu as un mot de la fin qui peut être long, là, mais je pense qu'on Non, ça va être court. Je vais essayer de faire ça court. On est proche d'une heure, Geneviève? 1h01. Oh, ça fait 1h01, vois-tu, je sentais que ça... On est dans le temps, OK. Ben oui. Non, moi, on va se revoir, on se revoit peut-être même la semaine prochaine, Marc. Si tu veux. Ben oui, d'ailleurs, ça se peut qu'on se voit. J'ai tout cancellé mes rendez-vous. Ah oui, OK. Oui. Non, mais comme mot de la fin, puis je veux pas que ça fasse pas cucu la trompette là, mais c'est pas négatif. C'est pas négatif malgré les apparences qui s'en viennent. Exactement. Ceux qui ont peur, une peur rationnelle. Il y a la peur instinctive, la peur rationnelle. Hein? La peur instinctive, il y a un ours qui s'en vient. Mon Dieu, je pars à courir, puis c'est mon instinct. Puis je n'ai jamais grimpé après un arbre, puis là, je suis capable de grimper après un arbre. J'ai assez d'adrénaline que ça part. Ça, c'est la peur instinctive. C'est ce qui nous sauve souvent, l'animal. Mais la peur rationnelle, c'est celle qu'on se crée nous-mêmes. Quand j'ai souvent dit, il faut pas avoir peur, parce qu'on se compte des histoires, on se monte des bateaux, puis ça finit par être épeurant, puis solide à part de ça. Regardons plutôt le beau côté de cette affaire-là, c'est que, je pense que tout le monde est d'accord, sauf certaines personnes, puis même les grands riches qui sont pas encore assouvis, qui, à cause de leur striatum, comme j'ai déjà dit, en veulent toujours plus. Finalement, tout le monde n'est pas heureux dans le système que nous avons sur cette planète Terre. Donc, ça ne peut pas être moins que mieux ce qui va arriver. On essaye de deviner ce qui va se passer, on peut rêver, mais moi je vous jure que personnellement, je vis cette période dans le corridor, dans le tunnel, d'une façon très sereine. C'est pas drôle ce qui se passe. Tu manques pas d'argent, donc tu manques pas de nourriture, tu manques pas d'essentiel. Je regardais un documentaire de Télé-France 2 sur TV5 et qui ont fait un reportage à travers le monde pour montrer l'état du monde dans le coronavirus. Bon, en Inde, entre autres, il y a des gens qui continuent à travailler comme si de rien se passait. Ils perdent rien, ils n'ont rien à perdre. Il y a une dame, la caméra est sur son beau visage, ça recule, on voit entouré d'une foule de gens qui réclament de la nourriture, de l'argent, tout ça. Et elle, la caméra recule et nous la montre en plan presque complet. Et qu'est-ce qu'on voit? La dame, dans la narration, dit « Elle est riche ». Parce qu'elle porte en bandoulière un sac de commission qui est vide. Quelle est sa richesse d'avoir un sac de commission vide? En Inde, parce que les gens réclament avec leurs mains vides, les humains, des mains vides, la nourriture qu'ils portent à leur bouche tout de suite pour manger. Ils se mettent à terre, ils s'assoient, puis ils se mettent à grignoter le riz qu'ils ont su. Elle prend les portions, elle les met dans son sac, elle en prend d'autres, elle en met dans son sac, elle continue, elle en soit d'autres, elle les met dans son sac pour apporter tout le sac à sa famille, à ses enfants qui l'attendent à la maison. Parce qu'elle a un sac, elle est riche de pouvoir accumuler et se rendre à la maison. Les autres, tout ce qu'ils ont, les mains vides, ils prennent ce qu'ils ont, puis ils se dépêchent de le manger. Parce qu'ils ne peuvent pas transporter. Ah, c'est incroyable, comme quand on se compare, on se console, puis pas à peu près.
Comment je pourrais dire ça? Puis encore une fois, je vais essayer d'être cool. Il y a des gens qui crèvent de faim, c'est pas drôle. Il y a des gens qui meurent, c'est pas drôle. Il y a des gens qui perdent leur job, c'est pas drôle. Malgré toutes les aides gouvernementales. Ce que j'essaie de passer, puis attention, je veux pas être condescendant du tout dans ce que je vais dire. Mais quelqu'un qui a moindrement de conscience s'est préparé. Pas préparé par peur, préparé par sagesse. J'ai pas d'argent, j'ai pas de millions, moi, là, mais je suis capable d'acheter du manger, je suis capable de chauffer la maison. Avant de changer de char à tous les années, je me suis dit, il faut pas que je sois pogné avec une hypothèque. Et ça date de longtemps. Et il y en a beaucoup, je suis pas tout seul, qui sont comme ça. Donc, si quelqu'un dit, on sait bien t'es riche, hey, là, on sait bien t'es riche, là, je m'excuse. On retourne à La Fontaine. C'est la cigale et la fourmi. Tu as choisi d'être une cigale, t'es une cigale. Tu as choisi d'être une fourmi, t'es une fourmi. La fourmi, elle, peut passer à travers les épreuves. Elle n'a pas joui de chaque moment. Elle n'a pas été volage, parce que c'est le fun d'être volage comme une cigale. Mais la conscience te dit, pas de pacter du canard, c'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est de la peur. C'est de la peur rationnelle. Ouais. C'est la juste mesure. Et si tu as fait la juste mesure, tu te contentes de ce que tu as. Mais là, ce que je veux dire, c'est d'arriver à pas au strict minimum, à ce qui est normal, nécessaire, selon les événements. Si je m'en vais à San Francisco dans les prochains mois, les prochaines quelques années, c'est pas à place pour se tenir. C'est pas à place pour se tenir dans des endroits où c'est sûr qu'il va y avoir des tremblements de terre. J'irai pas masser au pied d'un volcan. C'est pas le temps, ça brasse géologiquement parlant. On a des problèmes écologiques sur la Terre. Quand on le sait, puis si on fait rien du tout, ben, je m'excuse, c'est pas de la conscience, ça. Mm. Donc, tout ça pour dire que je reste optimiste parce qu'au bout de la ligne, ça va être un changement et un résultat optimiste, joyeux, encourageant, motivant. Bernard de Montréal, le congrès ESO 2020, il l'a dit dans l'extrait que j'ai présenté que l'humain va toujours savoir s'il est conscient, qu'est-ce qu'il doit faire au moment que c'est le temps de le faire? S'il y avait une guerre demain ou s'il y avait une affliction mondiale demain à un niveau ou à un autre, l'homme conscient saurait quoi faire pour se protéger contre cette situation. Il ne pourrait pas émotivement subjectiver son expérience. Il serait obligé de consciemment amener sa vie à vivre un certain mouvement créatif qui le protégerait contre cette affliction, ce cataclysme. Alors que l'homme inconscient, lui, fait partie de l'évolution de l'humanité. Sur le plan de l'évolution, il fait partie de l'expérience de l'âme personnelle, il fait partie de l'expérience de l'âme collective, tandis que l'homme conscient ne fait pas partie de l'expérience collective de l'humanité. Il fait partie de l'expérience individuelle de sa propre conscience en fusion qui, avec le temps, les siècles, amènera un changement dans la conscience de l'humanité à cause de la science qui sortira de cette fusion. Tu demanderas à quelqu'un, il y a 5 mois, tu sais, un jour, les écoles vont toutes être fermées. Tu sais que dans les hôpitaux, là, les urgences, il n'y aura quasiment plus personne dans les urgences. Ben, va-t'en donc. Qu'est-ce qui va être arrivé? Ah, tu verras. Ben là, tu rêves en couleur, toi, là. Puis après ça, là, tu vas voir que les gens vont être endettés par-dessus la tête. Ils ne pourront plus payer leurs affaires, ils vont tomber en faillite. Puis tout va se fermer. Puis là, ça va être le drame pour les banques, pas pour le peuple. Parce que les gens vont continuer à respirer, à vivre et à manger. Mais l'argent va arrêter d'aller chez des parasites qui se nourrissent de l'argent dette. Et que là, on va recomprendre le mécanisme de l'argent qui doit circuler et qu'on arrête de faire des embouteillages de dettes. Richard, sans te contredire, puis tu vas rire. Les banques, je suis convaincu, on pourrait gager là-dessus. Les banques, voyant que le système est en train de foirer, puis que tout leur argent qui est garanti par une maison, d'autres qui veulent pas, etc., etc., qu'est-ce qu'ils vont faire, les banques? Selon leur nature, ils vont dire, pas de problème, on va vous donner des délais. Ça a déjà commencé. On va vous donner des délais.
Prenez votre temps. Plutôt que d'aller jeter en bas du pont, eux autres, c'est pas des fous, ils se disent, ah, l'argent est là, elle va nous revenir. Eux autres, ils ont des œillères, hein. Ah, ouais, ça va revenir, ça va se replacer. Fait qu'on va attendre, puis c'est déjà commencé. Et quand ça partira, là, on les attend dans le détour parce qu'on va leur charger de l'intérêt sur l'intérêt qu'ils n'ont pas payé. Ben oui, c'est ça qu'ils font déjà les banques. Bon, fait que le portrait des banques, tu l'as déjà, là. Ah oui, mais c'est ça qui est vicieux, et c'est ça qui fait que les gens n'en voudront plus. Et ça va être une révolution qui peut pas se faire par un individu. C'est par un état de conscience qui sera passé du monde illique à un monde psychique, peut-être. Et déjà, les psychiques se laissent moins manipuler que les illiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ils entendent des voix. Ils sont en communication avec d'autres réalités. Ils ont de la télépathie entre eux autres. Ils sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent même pas imaginer en bas. Et les banques sont dans le terre-à-terre. Et il y en a dans les banques, les banquiers, qui ont cette conscience psychique-là. Beaucoup. Ils se servent de leur intuition pour prendre des risques dans des placements, dans des entreprises, etc. Ils font confiance. Regardez ce que les caisses populaires sont en train de faire. Regardez-les aller quand tu parles de psychique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'esprit derrière les caisses populaires, c'était psychique. Ah oui. OK? Ils sont devenus, par la force des choses, une banque. Et là, les nouveaux dirigeants essayent de revenir au rôle social des caisses populaires au Québec. La coopérative. La coopérative. Ben oui, c'est ça. C'est intéressant, ça. Ouais. OK. Bon, ben, merci beaucoup, Marc, d'avoir participé à notre prise de recherche de qu'est-ce qu'il va y avoir au bout du tunnel. De toute façon, on y va. Oui, on verra bien. C'est bon. Merci. Bonne semaine. Salut. Nous venons de voir et d'entendre ce vidéo randia de la semaine du samedi 18 avril 2020, le numéro 16. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Mes invités, Jean Deflore et Marc Lapelle. Et nous avons vu un extrait de Monsieur Martin Yanta Polchinski. Et aussi, avec Pascal de Rio, une première présence à Ésotérisme expérimental. Il est disponible déjà dans la salle du Club Créé du mois de avril. Ne manquez pas de les lire, le complément surprenant qui apporte tous les éléments complémentaires à ce qui a été dit ici ce soir. Version audio MP3 par Jean-François Poulain dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spiral. Justement, un clin d'œil a été donné au 4e Congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité, sous le thème cette année de spiritualisation de notre humanité. ESO 2020. Et comme je vous le disais, à travers tous les invités que nous avons reçus la semaine dernière dans la Semaine Sainte, à tour de rôle, plus d'1h30 avec chacun des spécialistes dans leur domaine, dans cette démarche ésotérique et, je dirais, presque spirituelle, puisque le thème était la spiritualisation de notre humanité. On comprend très bien l'importance maintenant. Martin Yanta Polchinski est venu nous expliquer l'art de la guerre, selon un Chinois très célèbre. Et Pascal de Rio, que vous connaîtrez mieux en allant dans le Club Créé du mois de avril. Je tiens à remercier Ninette qui a pensé à m'apporter le jour de Pâques un petit cadeau, 2 joutes, 2 cocos de Pâques de Laura Secor. J'en avais parlé la semaine dernière et elle a pris la balle au bon. Mais je la remercie sincèrement du fond du cœur. Bonne semaine.